votre santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour au docteur Jacques-Michel Lacroix qui est à mes côtés. Bonjour Lionel et bonjour tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui, ça sent l'océan presque. Oui, un petit peu, ça sent l'iode et l'océan. C'est même surprenant de sentir l'océan à travers ce sujet que vous avez choisi, le lombric des mers. Voilà. Qu'on se sert pour la pêche. Alors, je ne sais pas si on s'en sert pour la pêche. Oui. Si, moi je l'ai eu fait. Le ver de mer. Voilà, qui s'appelle Arenicola marina. Il y a des pattes, je crois bien, si mes souvenirs sont bons. Il est assez plat. Je sais pas. Comme verre. J'ai jamais vu. J'ai pas vu de photo dans l'article que j'ai sous les yeux, mais voilà que ce ver des mers arriverait aussi à notre secours. Oui, exactement, parce que au début des années 2000, il y a un chercheur en biologie marine du CNRS qui s'est intéressé de près aux lombrics des mers parce que il s'est posé la question de savoir comment ce ver pouvait rester immergé pendant toute la marée haute sans se noyer, sans s'étouffer. Mais il s'enfonce dans le sable. Oui, mais enfin, ça ne change pas grand-chose. Oui, dans le sable. Voilà. Alors, ça ne semblait pas relever de beaucoup d'intérêt chez ses confrères, mais il a insisté, et là, il a découvert que l'hémoglobine... Alors, l'hémoglobine, il faut rappeler ce que c'est une substance chimique à base d'hème et de fer, enfin c'est du fer, qui, sous une certaine forme chimique, qui est transporté par les globules rouges, et c'est grâce à cette hémoglobine que nous captons l'oxygène issu des poumons, et qu'ensuite, quand le sang va dans les muscles ou ailleurs, cette hémoglobine se transforme, le fer qui est du fer sérique devient du fer séreux, et ça libère de l'oxygène. Donc, après, l'hémoglobine est récupérée par le système veineux, repasse dans les poumons, recapte de l'oxygène, puis repart, etc. Donc l'hémoglobine, c'est le transporteur d'oxygène du corps. Et ce chercheur a découvert que l'hémoglobine de cette espèce de ver, donc, dont je rappelle le nom, c'est joli, Arenicola marina, ver de mer, il a découvert dans son sang une molécule qui pourrait être l'ancêtre de nos globules rouges, et bien que 250 fois plus petite qu'eux, cette hémoglobine peut transporter 40 fois plus d'oxygène. Ah oui, quand même. Que notre hémoglobine à nous. Alors c'est quand même très intéressant. Pour pouvoir étudier totalement la question, il a quitté le CNRS, il a fondé sa propre société qui s'appelle Emarina, en 2007 ou 2008, et son objectif, c'était d'utiliser les extraordinaires propriétés de ce sang-là, de la rénicole, pour réoxygéner des tissus, notamment, il a commencé par là, ceux qui sont destinés à une greffe. Parce que lorsqu'il y a une transplantation, il y a une urgence absolue, parce que dès que le cœur est retiré du donneur, les chirurgiens ne disposent que de quelques heures, de 4 heures maximum, pour le greffer au receveur. Et même chose pour les poumons, les reins, etc. Alors, si on pouvait augmenter ces délais, ça permettrait d'être plus à l'aise dans les greffes. Et c'est effectivement ce qu'il a réussi à faire. Après plusieurs années de travail, bien sûr, ces équipes ont mis au point une solution synthétisée à partir de l'hémoglobine de ce lombric et qui a donné de très bons résultats. En l'appliquant aux organes transplantés, les records de longévité sont battus parce que l'oxygène préserve les tissus beaucoup plus longtemps. D'accord. Parfois jusqu'à 5 ans. Donc si on les laisse tremper dans la solution. 5 ans? Oui, c'est pas pour autant que le greffon va durer 5 ans, mais enfin il est oxygéné. Et les premiers essais cliniques ont eu lieu, et en 2022, le quotidien Le Parisien
a annoncé qu'une seconde batterie de tests était menée sur 500 transplantés rénaux et l'opération a été un succès. Ainsi, la commercialisation a pu commencer. Alors, qu'est-ce qui commercialise ce monsieur, enfin sa société, Marina? Il y a 6 applications principales. La première, qui s'appelle Hemo2 Life, qui est un additif aux solutions de préservation des greffons. Donc ça permet de les conserver beaucoup plus longtemps. L'ajout de ce composant dans les réfrigérants auxquels est soumis le greffon conserve les organes beaucoup plus longtemps et ils peuvent ainsi voyager d'un bout à l'autre du globe si nécessaire. On peut... Est-ce qu'on a une idée de la prolongation puisque vous avez parlé tout à l'heure de 4 heures environ. Alors c'était 4 heures avant l'utilisation de cette solution. Et là, ça a dû être multiplié par 10 à peu près. Quoi. Oui, oui. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, oui. 40 heures. Enfin, je dis 40 heures, c'est moi qui le dis, mais c'est tellement. Oui, mais c'est très important. C'est très important. Ensuite, ils produisent un autre produit, c'est le cas de dire, c'est l'hémoxycarrier, qui est un transporteur d'oxygène universel, qui permet, c'est de l'hémoglobine donc modifiée, pour faire fonctionner les cellules. Ce produit permet de rétablir une oxygénation de l'organisme sans effet secondaire, quand il y a des problèmes d'oxygénation. C'est une sacrée trouvaille. Ah oui, bien sûr, oui. Ils ont mis au point aussi un pansement oxygénant pour les plaies qui sont mal vascularisées, comme les plaies chroniques, autrement dit celles qui manquent d'oxygène de façon récurrente, qui n'arrivent pas comme les ulcères ou les escarres. Et pour les plaies peut-être pendant les guerres aussi, non ? Oui, aussi, bien sûr, ça pourrait servir. Et moi, je me souviens, il y a 40 ans bientôt, j'étais à l'hôpital Pellegrin, je travaillais au caisson hyperbare. Le caisson hyperbare, c'est une espèce de grosse cocotte minute qui ne chauffe pas, mais dans laquelle on injecte du gaz, de l'air sous pression. Pour ceux qui ont fait des accidents de plongée. Par exemple, oui. Mais on s'en servait aussi beaucoup pour les cicatrisations d'escarres ou d'ulcères. Parce qu'en augmentant la pression, on augmentait le pourcentage d'oxygène donc, qui arrivait dans ces plaies, et ça permettait une meilleure récupération. Bon, là, on peut se permettre, avec ce produit, ça donne le même résultat. Ils ont aussi inventé des activateurs de croissance cellulaire qui apportent de l'oxygène aux cellules en culture et une substance antioxydante en poudre qui est applicable pour les industries pharmaceutiques mais aussi pour l'agroalimentaire et qui permet d'améliorer le rendement de la fermentation et d'augmenter la production de trucs. Donc c'est vraiment ça, c'est pas une petite découverte, c'est vraiment très, très intéressant. C'est un Français. Oui, c'est un Français, oui. C'est monsieur, je ne sais pas si j'ai dit son nom tout à l'heure. Peut-être. C'est monsieur Frank Zal, Z-A-L. Et pour le Télégramme, qui est un journal reconnu, il s'agit de l'équivalent du prix Nobel de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est pas rien. Puisqu'il a... Oui, c'est ça. Ce monsieur a reçu le prix Galien le 14 décembre 2023, donc c'est tout récent. Et ce prix Galien, d'après le Télégramme, c'est l'équivalent du prix Nobel pour l'industrie pharmaceutique. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas oui, rien. C'est pas rien. Oui. Alors, sa renommée maintenant a franchi largement la Bretagne où il était implanté, la France, et il est implanté maintenant aux États-Unis, au Canada, en Inde, et en 2023, l'été dernier, des pansements à base de son produit ont prouvé leur efficacité de façon spectaculaire en sauvant la vie d'un grand brûlé à Nantes. Et voilà. Dites donc, le tiroir caisse doit fonctionner, c'est mérité. Ah oui, alors tout dépend du prix auquel il peut le vendre.
Mais c'est sûr, c'est un beau succès, et c'est un succès purement français, on peut s'en réjouir. Ah oui, complètement. Voilà. Bravo. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à en dire, mais enfin c'est assez quand même important. Mais en partant du ver marin... Voilà, comme quoi quand on sait se poser les bonnes questions, on peut déboucher sur des solutions. Et qu'on s'intéresse aussi oui. à certaines choses dont on ne penserait pas. Voilà, on peut déboucher sur des solutions intéressantes. Eh bien, nous allons faire notre première pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour cette émission Libre Santé. Et oui, CLC Média, c'est votre web radio. N'oubliez pas de télécharger l'application et de nous retrouver aussi, parce que souvent quand je discute avec les gens, ah bon, mais vous avez aussi une chaîne télé, mais quel luxe! Et oui, nous avons une chaîne télé qui fonctionne. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, toutes les émissions de radio. Il suffit de faire CLC Web Radio, et puis voilà, vous vous abonnez, c'est gratuit. Hein. Et quand il y aura une nouvelle émission d'installer, ben vous serez averti. N'oubliez pas de le faire. Et puis, surtout, bien évidemment, parlez-en autour de vous. Voilà. On salue notre ami Gérard, qui n'est pas là aujourd'hui, puis c'est le spécialiste de la vidéo, mais Jean-Yves a le bras long, et donc, de son pupitre, il commande aussi la caméra. Alors, après les vers marins, maintenant, nous allons parler des plantes, cher docteur Lacroix. Oui, parce que la phytothérapie, c'est quand même quelque chose qui est assez important dans la pharmacopée. Et il faut savoir qu'il y a 562 plantes médicinales. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Je ne veux pas casser votre introduction, mais les médicaments que nous prenons sont issus des plantes. Oui, pour au moins 50%. Pas plus? Croyez plus que ça. Non, au départ, c'était quasiment tous les médicaments. Après, pour des raisons économiques, on a cherché à imiter. À imiter, voilà, oui. D'accord. Oui. Mais il y a encore beaucoup de médicaments qui sont simplement issus des plantes, oui, bien sûr. Bon, et je pense qu'on fait des trouvailles encore. Oui, on ne connaît pas. Oh là là, on est loin de connaître toute la pharmacopée de la phytothérapie. Ça, c'est... On ne connaît pas, surtout qu'en plus, c'est très compliqué parce que quelquefois, une plante peut avoir un effet, alors, je ne sais pas, en tisane, en ce qu'on voudra, et on cherche à en extraire la substance active, on l'extrait, on la donne, et ça ne marche pas. Parce que il y a dans la plante plusieurs substances, dont certaines qui activent la substance active. Ah oui, d'accord. Donc ça n'est pas aussi simple que... Voilà. Mais enfin, bon, on a trouvé aussi des grands remèdes à base de plantes. Au départ, l'aspirine, c'est tiré d'une plante. Oui. Ah oui, oui, c'est un bel exemple, ça. Oui, il y a plein de remèdes aussi qu'on donne pour la circulation du sang. Le ginkgo biloba, c'est l'extrait de feuilles de ginkgo biloba. Bon, puis plein d'autres. Il y en a qui sont tirés de l'ergot de seigle, il y en a qui sont tirés... Bon. Est-ce qu'on n'a pas tendance à revenir un peu à ces médicaments, justement? On a tendance à revenir dans un souci de nature, de bien-être. Et alors justement, ce qu'on va peut-être en dire, là, c'est qu'il faut se méfier quand même. C'est pas anodin. Alors soit ce serait complètement inactif, et dans ce cas, on peut en manger comme on mange des patates. Soit c'est un peu actif, et c'est pas forcément anodin. Donc... oui, des fois, en croyant bien faire, voilà, on fait mal. On peut faire mal, parce que il y a des chercheurs qui ont remarqué qu'il y avait des interactions avec d'autres traitements. Et les scientifiques de l'Institut israélien de technologie, à Haïfa, ont interrogé les patients de 339 oncologues, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des cancers, dans 16 pays du Moyen-Orient. Et ils ont découvert que 60% d'entre eux prenaient au moins une plante dont ils n'avaient pas parlé aux médecins, et en plus d'une vingtaine de produits consommés qui étaient bénéfiques par ailleurs, mais ces plantes auraient des effets délétères en cas de cancer du sein ou du pancréas. Donc il valait mieux... Voilà, on ne peut pas dire que... Donc ça, ce sont des médicaments, des plantes oui. Qui font plus mal que... Dans ce cas-là, oui, parce qu'associés à d'autres médicaments,
ça peut être toxique. Donc il faut pas dire c'est des plantes, je peux en prendre. Non, non, non. Moi, avec les plantes du jardin, je peux tuer 4 ou 5 personnes. Hein. Ah bon? Ben oui, si vous avez du datura. Je vais repousser peut-être, revenir chez eux. Avec les graines de datura, on tue qui on veut. Avec les feuilles de laurier rose, pareil. Enfin bon. Oui. Ah oui? Oui. Ah oui, ça vous pouvez venir chez moi, j'en ai 3. Oui, voilà. J'ai 3 pieds. Par contre, le laurier sauce, lui, n'est pas toxique. Enfin, à condition de laisser sécher un peu les feuilles. Il vaut mieux les sécher un peu. Mais le laurier rose, c'est extrêmement toxique. Oui. Donc, bon. Je le savais pour les animaux. Ah non, non, mais même pour l'homme. Mais pour l'homme, je ne savais point. Et le datura, qui fait des petites graines, on dirait du caviar, si vous voulez faire un apéritif... Quelle couleur? Noir. Si vous voulez faire un apéritif dînatoire très toxique... On peut en faire un géant ce soir. Vous faites des petits toasts avec des graines de datura. S'ils en mangent assez, ils ne reviendront pas le lendemain. Ah oui, quand même. Ah oui. Quelle émission aujourd'hui? Oui, on donne des bons conseils. Hein. Alors, donc on souffre ou non d'une pathologie grave, l'automédication peut être dangereuse. Il faut donc l'utiliser avec prudence et la bonne posologie en se faisant conseiller. Alors nous, on ne va pas donner des conseils bien précis, on va parler de quelques plantes très utilisées pour en dire 2 mots. Bon, il y a le curcuma. Le curcuma, dont la racine contient des polyphénols et une huile essentielle qui contient des agents défensifs de la plante. Bon, c'est utilisé dans la cuisine et la médecine indienne. Oui. C'est devenu un peu... Je l'ai vu en poudre, moi. Oui, déjà. voilà. Hein? C'est devenu un peu la coqueluche des magazines de beauté ou de santé. Et... Voilà, parce qu'on s'est aperçu que c'était un antioxydant important, qui avait des vertus intéressantes au point de vue thérapeutique. Ça permet de soulager quelquefois des arthrites. Ça peut protéger un peu le foie contre l'hépatite. Et bon, voilà, et protéger le foie aussi du paracétamol, parce qu'il faut pas. Le paracétamol, c'est Doliprane, c'est pas anodin. Hein. Si on en prend trop, on fait une hépatite. Donc, alors, vous pouvez le remplacer par le Dafalgan? C'est la même chose. Hein. C'est du paracétamol. Bon. Voilà. Non, Je suis renvoyé. Tous les médicaments, s'ils sont actifs, ils ont aussi des contre-indications. Et on parle beaucoup d'huile essentielle en ce moment. C'est la mode. Oui, alors les huiles essentielles, c'est pas anodin, hein. C'est très actif. Ça dépend du produit. Il y a l'huile essentielle de lavande, machin, de trucs. Bon. Il ne faut pas en utiliser beaucoup, hein, parce que c'est très actif, les huiles essentielles. Et ça peut donner des effets secondaires désagréables. Comme tout médicament, pris à une certaine dose, ça a un effet thérapeutique. Si on augmente, ça a un effet toxique. Hein. Donc, il y a des nouveaux métiers là, hein, qui se sont créés il y a quelques années, où des personnes se mettent à vendre des produits miracles, souvent des huiles essentielles, de ci, de là. Non, il faut se méfier. Ça peut être très intéressant, mais il faut se méfier. Autrefois, il y avait un diplôme de phytothérapie qui n'existe plus. C'est un diplôme universitaire et il a été, je crois, recréé, mais je ne sais pas si ça marche toujours. Et il y avait des phytothérapeutes, c'est-à-dire des herboristes, quoi. Eux, ils savaient ce qu'ils donnaient. Ils savaient ce qu'ils donnaient, combien en prendre, sous quelle forme, etc. Oui, mais alors... Donc ça n'existe plus? Alors le diplôme universitaire, je crois, n'existe plus. Mais il devait être recréé, je ne sais pas s'il a été recréé. D'accord. Alors, pour finir avec le curcuma, il peut avoir des interactions avec des chimiothérapies, hein, c'est-à-dire qu'on utilise pour le cancer, mais aussi avec des fluidifiants du sang et des plantes aux propriétés anticoagulantes, comme l'ail, par exemple. L'ail est anticoagulant. Un peu, oui, un peu. Alors, la posologie moyenne dans les troubles digestifs, c'est de 1,5 à 3 grammes pour un adulte dans une cuillère d'huile d'olive. Bon. Et les curcuma. Le curcuma, oui. Curcuma. Oui. Curcuma. C'est contre-indiqué en cas de calcul de la vésicule, de maladie hépatique grave, et son utilisation est réservée à l'adulte quand même. Hein.
Il y a la contre-indication aussi chez la femme enceinte et celle qui allait. Voilà. Donc le curcuma est quelque chose de très intéressant, mais il faut savoir qu'on ne peut pas toujours en prendre. Bon, il y a un autre produit qui est très connu, c'est l'arpagophyton. Ah oui, ça c'est très très connu, oui. Dans toutes les médications de phytothérapie pour l'arthrose, pour les rhumatismes. Oui. Ah. C'est pas un produit extrêmement actif, mais c'est pas non plus un mauvais produit. Qu'on trouve dans les pharmacies ? Oui, on le trouve dans les pharmacies, oui, soit sous forme de gélules, soit associé à d'autres, dans des produits comme le phytalgique, comme... les rhumatismes, voilà. C'est très à la mode en ce moment. Oui, oui, oui. Donc vous dites le nom ? Arpagophyton. Arpagophyton. Voilà. Arpagophyton. Alors, lui aussi peut être... dangereux. Il peut avoir une interaction avec les anticoagulants. Il faut s'en méfier si vous prenez des hypotenseurs, des produits pour l'hypertension. Ça peut-être avoir quelquefois aussi un effet. La posologie moyenne, sinon, c'est en décoction de 15 minutes. Mais ça existe en extrait sec, en gélule, et à ce moment-là, le pharmacien peut conseiller. Alors, c'est déconseillé chez les enfants, par contre. Après, il y en a encore d'autres. Dans la fatigue, on utilise quelquefois le rhodiola rosea ou la rhodiole, qui est plutôt à déconseiller avec les antihypertenseurs. Et il n'est pas recommandé chez la femme enceinte ou allaitante. C'est un produit qui contient beaucoup de flavonoïdes. Et c'est le ginseng de la toundra ou orpin rose, ou encore racine arctique. C'est un traitement des symptômes du stress et de la fatigue. Alors ça doit être aussi tout près chez le pharmacien. Je pense qu'on doit oui, à ce moment-là, le pharmacien peut conseiller. Pour stimuler l'immunité, à l'automne, par exemple, il y a les phytothérapeutes recommandent souvent l'échinacée ou echinacea. Ce sont des... Il y a 3 espèces d'échinacées. Pardon. Et qui sont... Bon, c'est pas... L'échinacée stimule l'activité des macrophages, c'est-à-dire des globules blancs macrophages, qui est la première barrière de défense. Ça augmente le nombre de globules blancs, ça induit la formation de cytokines et ça stimule la production d'immunoglobulines. Donc ça serait assez intéressant. Il faut savoir que ça peut avoir une interaction avec les corticoïdes et avec les immunodépresseurs, et que, comme contre-indication, ce sont les maladies auto-immunes, et comme toujours, les femmes enceintes ou allaitantes. Bon, il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a le plantain, par exemple, qui contiennent surtout des mucilages. Donc, les graines de psyllium, on va les utiliser dans les constipations, de façon à hydrater les selles pour qu'elles ne se dessèchent pas dans le tractus digestif. Mais il faut savoir que ça peut être contre-indiqué dans le cas d'occlusion intestinale. Il y a encore, dans les infections urinaires, il y a des plantes qu'on peut prendre, dont une dont le nom m'échappe maintenant, peu importe. Il y a la busserole, qui est... Dans les troubles urinaires bénins, ça peut être intéressant, ou pour espacer les crises de cystite. Bon, il y a le plantain, le grand plantain, par contre, qui s'appelle Plantago major, qui a un effet sur la digestion, qui permet de mieux digérer. Mais là aussi, se renseigner auprès du pharmacien. Et ce Plantago est souvent associé à l'artichaut. Cinnaras collimus, ça s'appelle, dont les feuilles basses, et non la partie charnue, recèlent des acides phénoliques, et ces acides, des alcools et des flavonoïdes. Donc ça permet d'avoir une meilleure digestion, mais chez certaines personnes, ça donne aussi des ballonnements. Donc, c'est compliqué quand même. Hein, et oui, c'est compliqué. L'artichaut est considéré comme un dépuratif. On n'en mange plus beaucoup. Non. Mais quand j'étais gamin, oui.
parce que ça permet une oxydation des toxines au niveau du foie et ça permet une élimination des toxines par les reins. Mais en cas d'obstruction biliaire ou de calcul biliaire, il vaut mieux pas en prendre, parce que si ça fait se contracter la vésicule, il y a un calcul qui risque de passer, se coincer dans le truc. Bon, et puis alors après, il y a tous ceux qui sont assez connus, comme le millepertuis dans les états dépressifs. Ah oui. La fleur, c'est qu'est-ce qu'on prend la feuille, la fleur bonne question, je suis en train de chercher. Il me semble que c'est la fleur est jaune, donc... Oui, la fleur est jaune. Ma voisine qui en a planté. Vous savez ce que ça abrite bien, ça? Quand on met ça sur les talus, ce que ça abrite? Ça, je sais pas. Des serpents. Ah oui? Ah oui. Ah bon? Puis, comme il faut, hein. Ça les fait venir? Oui, ils se mettent au frais là-dedans. Ah bon? Oui. Mais sinon... J'ai eu l'expérience. Ah oui. C'est un des médicaments, le millepertuis, qui est le plus vendu en Allemagne et aux États-Unis. Ah oui. C'est un effet antidépresseur. Mais il faut savoir que il y a des interactions avec ce produit, il y en a pas mal. Ah oui. C'est un stimulant de système enzymatique, pardon, et ça peut avoir des interactions avec des contraceptifs hormonaux, comme la pilule, avec des anticoagulants, des antirétroviraux, enfin, bon. Vous écoutez quand même, ceci veut dire quand même il faut être très très prudent, il faut être très conseillé par des gens oui. quand même. Le millepertuis c'est vendu sans ordonnance, mais enfin il faut aller l'acheter en pharmacie et se faire conseiller, savoir combien en prendre. Le pharmacien va vous demander si vous ne prenez pas tel médicament ou tel médicament qui contre-indiquerait l'action. Donc les contre-indications c'est toujours les mêmes, les femmes enceintes, etc. Oui, mais enfin je pense que ce sont des médicaments qu'on ne prend pas à la légère, quoi, hein. Non, il ne faut pas. Alors, il y en a un qu'on peut prendre plus facilement, un peu à la légère. C'est pour favoriser le sommeil, c'est l'Escoltia. J'arrive jamais à le dire. Et c'est le pavot de Californie. C'est pas celui dont on tire de l'opium, mais ça permet d'avoir un effet un peu sédatif, surtout si on le mélange à l'aubépine, dont on va dire deux mots tout de suite. Mais ça peut avoir un action... Le pavot de Californie, tu retiens ça, Jean-Yves? L'Escoltia. Ça peut avoir un effet sur l'anxiété et l'insomnie. Et toujours pareil, il faut se faire conseiller par le pharmacien. Et contre-indication, toujours pareil, femme enceinte. Bon. Et puis un dernier, enfin, dont on va parler pour... que tout le monde connaît, c'est l'aubépine, Cratégus. La fleur. En baie, en feuille, en fleurs, toutes les formes recèlent des flavonoïdes. Et ça a un effet cardio-régulateur, ça accélère le débit coronarien, ça irrigue mieux le myocarde, ça diminue l'anxiété, ça diminue la tachycardie. Ça, c'est un produit qu'on peut utiliser en cas de palpitation, de stress, sans... Oui, mais comment ça, alors, ça on existe. Va pas manger ça comme ça, il y a des effets. Ça existe en gélule, l'aubépine. Et il y a un médicament, une spécialité pharmaceutique, qui s'appelle le Cardiocalme, de 2 à 6 comprimés par jour, qui est de l'aubépine, ni plus ni moins. Voilà. Et qui est un bon... Dans les petites palpitations qui ne sont pas dues à un trouble important du cœur, mais ça marche pas mal. Ça marche pas mal. En plus, ça a un effet anxiolytique. Donc, c'est pas l'aubépine, c'est assez facile à utiliser. Et voilà. Bon. Eh bien, nous allons utiliser pour nous relaxer la musique concoctée par Jean-Yves de suite. Voilà, cette émission arrive à son terme. Cher docteur Jacques Lacroix, on va se retrouver maintenant pour une nouvelle émission dans 15 jours. Celle-ci sera rediffusée mardi prochain, à la même heure, entre 17 et 18. Bonne quinzaine. Eh bien aussi, bonne quinzaine Lionel et bonne quinzaine à tous. J'espère qu'il fera beau, qu'ils vont profiter et du oui. temps. Alors, moi, je devais vous retrouver dans 58 minutes. Vous devez vous dire, mais ça fait longtemps qu'on n'entend plus 58 minutes.
Bon, il y a eu quelques aléas de santé, etc., etc. Là, j'avais un invité. Je pense que l'émission aurait été fort intéressante puisque j'avais en invité notre député du Bergeracois, Serge Muller, et voilà, qui a été obligé d'annuler sa venue. Ce n'est pas sa faute, mais vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il se passait des choses, et il s'est tellement passé des choses qu'il y a eu une motion de censure et il devait y être pour voter. Cette motion de censure n'est pas passée. Donc, ça c'est le résultat. Mais on n'a pas eu le député. Donc on l'aura, je pense, peut-être d'ici la fin du mois de juin. Et nous parlerons de ces élections européennes après et non pas avant. C'est peut-être pas plus mal, parce qu'on aurait pu nous taxer, bien évidemment, de ne recevoir que un mouvement politique. Encore que, quand je vois ce qui se passe à la télévision, c'est assez scandaleux. Il y a des partis politiques qui ont été mis de côté complètement. Ils n'ont pas droit à la parole. Scandaleux, scandaleux. Quand j'ai écouté, comme beaucoup d'entre vous, la première émission sur LCI avec le sieur Pujadas, c'est son nom, je crois bien. Das. Oui, Pujadas. Das. C'est ça, ouais. Présenter les élus qui étaient là, les candidats, et quand il a parlé, c'est pas un parti pris, hein, moi je ne fais que constater. Mais moi j'aurais tendance à dire que ce personnage-là n'a plus le droit de citer à la télé. Quand il parle de Zemmour et du RN, les populistes, quoi. Bon, c'est fini ça. Alors c'est déjà un parti pris d'annoncer que... Et lui, qu'est-ce que c'est? C'est un fasciste? C'est quoi? Parce qu'autrefois, vous savez que quand on n'était pas de gauche, on était fasciste. Maintenant, quand on n'est pas de gauche, on est populiste. Ce sont leurs appellations. Bon, c'est comme ça. Ils se croient très forts. Sur cette émission, on ne va pas en parler de trop. Et Dieu sait s'il y aurait à dire. Par exemple, pour le Parti communiste, qui était là avec son commissaire politique, M. Roussel, qui était dans le champ de la caméra, c'était le seul. Après, quand même, c'est des époques, ça, c'est terminé. On voit plus ça. Bon, on va pas parler des écolos. Le fascisme, où est-ce qu'il est? Peut-être par là. Allez, j'arrête parce que sinon, on va aller trop loin. On verra ça dimanche prochain, le 9. Qui sait qui aura été le meilleur, et puis on verra après ce qui va comment ça va se traduire, quoi, hein, tout ça. En tout cas, voilà. Bon, la motion de censure qui était déposée par la France insoumise n'est pas passée. Merci à vous toutes et à vous tous. On se retrouvera, je pense et j'espère, je croise les doigts, mardi prochain pour bien évidemment la rediffusion de Libre Santé et une nouvelle émission de 58 minutes. Bonne soirée à toutes et à plus tard. Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.